qui consomme parfois comme Merah de la drogue, comme celui qui a tiré à Libération et puis à BFM là, à Paris, Abdelhakim Dekar. Chez lui, c'était une armoire à pharmacie, il gobait des trucs, des cachets, des pilules pour se réveiller, pour s'endormir. Donc il était dans un état de grande confusion mentale. Ces individus-là il est très difficile, et pour ne pas dire impossible, de faire du renseignement sur eux. Un matin, Mohamed Merah quitte son appartement, il est décidé à tuer un militaire français de plus que les 4 qu'il a déjà fait. Il a monté le stratagème habituel de dire j'ai une moto à vendre, etc. Et il a donné rendez-vous au militaire en bas de chez lui dans l'idée de le tuer. Le militaire ne vient pas au rendez-vous. C'est très problématique pour Merah. C'est ce qu'il avoue lui-même dans les échanges qu'il a avec les policiers avant d'être tué lors du siège de son appartement. Il n'attend pas, il est 8h01, il ne peut plus l'attendre, il a sa caméra qui tourne sur sa poitrine là, pour filmer, pour faire son futur film du djihad, il a son pistolet armé dans sa poche, et donc il décroche. Au moment où il décroche, il lève les yeux pour voir si le feu est vert ou rouge. Là, il aperçoit une phrase en hébreu. Il voit que c'est une école rabbinique, il baisse les yeux, il voit qu'il y a des enfants qui entrent à l'école, et là, il tire sur la petite fille de 4 ans. Il ne savait pas lui-même une minute avant qu'il allait le faire. Comment voulez-vous faire du renseignement sur des gens qui, une minute avant, ne savent pas ce qu'ils vont faire eux-mêmes une minute après? Même chose pour Nemouche. Nemouche, quand il a été reviré de Syrie parce qu'il était un peu simple, et les policiers qui l'ont interrogé lui ont dit c'est simplet, quoi. Il a le QI à peu près d'un gamin de 12 ans. Alors il va faire ton djihad tout seul, donc il s'était pris une arme, il a cherché un truc dans le bottin de Bruxelles où il y avait marqué juif, il a vu le musée juif, il y a été, il a tiré. Des gens comme ça, c'est difficile. Alors, il faut bien concevoir qu'entre un attentat qui a une valeur stratégique et qui peut mettre un pays de cul par-dessus tête, le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est 3 ans de travail pour 50 personnes. Il y a une PME qui travaille pendant 3 ans et qui aboutit à l'acte en question, d'un côté. Et de l'autre côté, un individu qui ne sait pas lui-même, qui est dans la confusion, qui est à moitié... 2 séjours en hôpital psychiatrique, Mohamed Merah, une tentative de suicide, des épisodes de drogue, des épisodes d'alcoolisme, entre des individus comme ça, et il faut dire que Oussama Bin Laden, il ne prenait pas de cuite une fois de temps en temps, il n'allait pas en boîte de nuit comme Mohamed Merah, c'était des vrais fanatiques avec un programme très clair dans leur tête. Entre les uns et les autres, il n'y a pratiquement aucun point commun. Et que quelle que soit l'horreur d'un acte comme celui de Toulouse, c'est pas de nature stratégique, quoi. C'est affreux, d'abord pour les parents, mais des enfants en question, mais en dehors du traumatisme que ça peut causer dans une communauté, ça ne peut pas ébranler un pays dans ses fondements comme le 11 septembre. Voilà. Donc je pense qu'il faut mettre tout ça en perspective, et je pense que tout ça, à l'heure actuelle, n'a pas été raisonnablement mis en perspective par les médias, le moins qu'on puisse dire, dans les 6 mois qui viennent de s'écouler. Ça a été « Ah mon Dieu, ils vont tous nous égorger, ah mon Dieu, ils sont là ». On avait l'impression qu'il y avait l'équivalent en France de la Fédération de France du FLN pendant la guerre d'indépendance. Enfin, c'était limite absurde, avec des gens qui sont présentés gravement par les médias comme anciens de la DGSE. C'est des clowns, quoi. Personne n'a jamais vérification faite. Une maison que je connais bien, personne n'avait jamais entendu parler d'eux dans la boutique en question. Donc je crois que la précipitation, le goût de la surenchère, et effectivement, oui, mon cher camarade, il y a beaucoup d'exagération dans ce milieu. Il faut raison garder, il y a un danger, plus pour les recalés du djihad, du fait de ceux qui sont là-bas et qui sont actifs sur le terrain, et qui pour l'essentiel y resteront morts ou vivants. Voilà ce que je voulais vous dire pour lancer la discussion. Vous évoquez Xavier Hofer, Ben Laden, vous estimez dans vos écrits que certains médias ont une approche caricaturale des conséquences de la mort de Ben Laden. Vous pourriez préciser? Oui, c'est-à-dire que nous, on essaye, notre métier sur les phénomènes criminels ou terroristes consiste à permettre aux professionnels, que ce soit les gens qui dirigent ce pays au titre de dirigeants politiques ou qui sont dans l'armée ou qui sont dans les services, de penser les choses dans un cadre logique. Ce qu'a fait Bin Laden est tout sauf nouveau. C'est-à-dire que le fait de considérer qu'à un moment donné, la religion doit s'appuyer sur la politique pour parvenir à ses fins, on la connaît dans l'Europe du Moyen-Âge depuis les croisades.
Après ça, il y a eu toutes sortes d'événements où il y a eu une espèce de mélange généralement malsain entre la politique et la religion. Et donc, c'est ce qui a été défini par le grand penseur de la science politique comme une théologie politique. Voilà. Quelque chose de religieux, mais avec des finalités politiques. Ce que veut Oussama Bin Laden, il ne veut pas quelque chose qui se situe au paradis. Ce qu'il veut, il veut quelque chose sur terre. Il veut l'instauration d'un califat sur terre. Son objectif n'est pas spirituel ou mystique, son objectif est très concret. Il veut que tous les musulmans du monde, dans son idée délirante des choses, vivent dans un califat, comme ça s'est produit dans l'histoire. Le califat, dont par hypothèse, lui serait le calife, parce que c'est mieux quand on est en poste, ça donne plus de certitude. Donc voilà ce qu'il veut. Mais ça, naturellement, signifie plusieurs choses. Ça signifie qu'il peut donner des missions aux gens dans ce cadre-là. Ça signifie qu'on doit lui faire allégeance. Et ça signifie que c'est lui qui doit déterminer le cours des choses à venir. Il est un peu comme un évêque du Moyen-Âge, un évêque guerrier, des vieils combattants. Il offre le salut, mais en échange de quoi pour faire un certain nombre de choses.